La pensée à travers les faits. Avec Françoise Compoint. Les circonstances dans lesquelles est survenu le crash du vol 95-25 Germanwings suscitent de plus en plus de questions. 48 heures après la tragédie, la police avait déjà perquisitionné l'appartement du copilote dépressif en y trouvant des comprimés en grand nombre et un certificat médical d'arrêt de travail déchiré dans la poubelle. On retrouvait également très vite sa petite amie qui fit part des cauchemars nocturnes du défunt en disant qu'ils étaient tous liés à des crashs d'avion. Les boîtes noires retracèrent tant bien que mal le scénario de la chute avec un copilote enfermé dans le cockpit qui, ne laissant pas entrer son collègue dans la cabine, dirigea consciemment l'Airbus contre une montagne. On aurait même entendu sa respiration tellement le son était parfait. L'enquête fut rapide, le verdict, à peine les corps refroidis, tomba comme un couperet. Andreas Lubitz s'est suicidé, entraînant à sa suite 149 passagers. Pas de chance, l'appareil était piloté par un fou en plein traitement psychiatrique. Nous aimerions maintenant comprendre comment est-ce qu'une compagnie aérienne, en l'occurrence affiliée à Lufthansa, en est venue à confier la vie d'une centaine de passagers à une personne malade qu'on aurait interdit de stage aux États-Unis. Serait-il également parvenu à cacher cette interdiction ? Comment se fait-il que Paris ait convoqué le FBI, pratique à notre connaissance très très peu répandue dans ce genre de situation ? La reconstitution du crash a montré que l'appareil aurait percuté une première fois le sol, glissant sur un talus avant de percuter la montagne, au lieu de retrouver des débris, ce qui est toujours le cas, même suite à des explosions. Souvenons-nous du MH17 qui a explosé et dont les fragments assez considérables ont été retrouvés. On retrouve dans le cas présent des confettis, comme si l'avion avait été haché, littéralement. Cette remarque est bien sûr très secondaire, mais les images reçues du lieu de la tragédie attirent néanmoins l'attention. Que se serait-il passé en réalité ? Un certain nombre de versions alternatives gagnent la toile, celle d'un attentat brièvement examiné ayant été finalement rejetée. Nous avons choisi de nous arrêter sur l'analyse de MetaNews, plutôt bien détaillée, qui met en cause des manœuvres de l'OTAN simultanées au moment du crash. L'US Air aurait été en train de tester un système de défense HELLADS susceptible de mettre l'avion dans un état particulièrement piteux. Un test analogue avait failli provoquer la liquidation du LH1172 Lufthansa en France il y a environ 2 semaines de là. Elle a quand même parvenu à atterrir. Alors, est-ce qu'on est sur la bonne piste ? L'histoire n'est pas improbable. Un cas similaire ayant lieu en 1988, un Airbus iranien ayant été descendu par un tir de missile provenant d'un croiseur américain. Bien que l'affaire soit pour l'heure couronnée d'incertitudes et de points de suspension, nul n'empêche d'avancer des hypothèses. Je soumets à votre attention cette analyse de M. Luc Michel, géopoliticien belge et administrateur de EODE. On écoute M. Luc Michel. Alors, bonjour Monsieur Luc Michel, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Spoutnik. La thèse véhiculée par la majeure partie des médias, en tout cas du mainstream, consiste à affirmer que le seul et unique responsable du crash du vol 9525 Germanwings, c'est bel et bien donc le copilote de l'avion qui présenterait, je dis bien en condition de présenterait, des troubles psychiques et qui était donc sur traitement. Or, il y a peu une autre version émergée, assez bien argumentée par ailleurs, selon laquelle le malheureux copilote n'y était absolument pour rien, l'appareil ayant été littéralement émietté, on va espérer par erreur quand même, par un système de défense américain actuellement testé par l'US Air Force et qui est connu sous le nom de, pardonnez-moi ma prononciation très française en anglais, HIG Energy Liquid Laser Area. Voilà. Est-ce que cette version vous semble plausible ? Personnellement, elle me ramène un petit peu à cette histoire assez similaire quand même qui s'est produite en 1988 avec le vol 655 iranien. Est-ce que vous pensez qu'on peut établir un tel parallèle si on valide la version que je viens de mentionner ? Mais écoutez, moi je connais bien l'histoire de tous ces crashs aériens parce que vous savez que je produis des émissions de télévision et au moment du vol MH19, donc abattu au-dessus de Donetsk, j'avais fait justement 2 émissions spéciales et nous avions invoqué, on avait étudié toute une série de crashs aériens. Il est bien certain que les Américains ont une tradition. Il y a le vol iranien, mais il y a également les Français. C'est le fameux vol d'Alitalia qui a été donc abattu au-dessus de l'Italie et dans lequel on a toutes les enquêtes qui ont été menées, notamment par la justice française, ont été étouffées. Il y a eu une contre-enquête italienne et le président du Conseil italien, Cossiga,
a accusé à l'époque la chasse française. Il s'agissait, l'avion a été confondu avec l'avion de Muammar Kadhafi, la France étant en guerre pour la bande d'Aoudou au Tchad avec la Libye de Kadhafi. Donc tout est possible. Moi, je n'ai pas un point de vue dans les versions. Je vais vous dire que toutes les versions avancées pour le moment, que ce soit celle d'un test de système américain, celle d'un pilote dépressif, etc., elles sont toutes douteuses. Il y a même la presse mainstream, justement, se pose des questions. Le grand journal belge, le quotidien La Libre Belgique, qui est le principal avec Le Soir, a fait un article sur les 3 versions, eux-mêmes disent douteuses, expliquant ce crash. Tout est possible. Vous savez, les militaires américains ont une tradition de docteur Folamour. Ils n'hésitent pas, évidemment, à frapper la vie civile a peu d'importance pour eux, parce qu'ils vivent dans une théorie géostratégique qui a toujours été de privilégier la guerre via les bombardements, etc., contre les civils. Je pense qu'on ne verra jamais le bout de l'enquête sur le nouveau crash français. La thèse du dépressif, évidemment, elle est facile et elle a l'avantage d'exonérer tout à fait. Donc, la compagnie aérienne, il faut pas oublier que c'est une sous-compagnie. C'est une compagnie qui dépend donc de la Lufthansa, qui est supposée être une des meilleures compagnies aériennes au monde. Il y a des questions d'assurance derrière. On cherche à partir de cela toute une série. C'est aussi le prétexte d'opérations politiques. On sait que le gouvernement français, par exemple, a mené en bateau l'opinion publique pendant plus de 48 heures avant de commencer à donner la première version officielle concernant le copilote. Que penser de tout ça, évidemment? Vous savez, moi, je suis un très grand critique des médias occidentaux. Les médias occidentaux, ils reposent sur la technique du média mensonge, de la manipulation. Dans des affaires délicates comme ça, on dit encore, mais il suffit d'aller voir le vol MH19. On sait que ce ne sont pas à peu près de façon complète. On sait que ce ne sont ni les gens de Donetsk, ni la Russie, évidemment. C'est une thèse qui est continuellement agitée. Elle l'a encore été il y a quelques jours, dans Libération, dans la Libre Belgique, dans le Figaro. Donc, qu'attente là-dedans? Il y a maintenant des phénomènes politiques secondaires. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a une grande campagne actuellement que je peux définir comme la Roumanie bashing, c'est-à-dire que la presse britannique, qui est une presse trash, c'est une presse poubelle, que ce soit les télévisions, les tabloïds, etc. Il y a quotidiennement une campagne donc contre les Roumains qui sont venus tout à fait légalement, dans le cadre des accords de l'Union européenne, travailler en Grande-Bretagne. Ce ne sont pas des réfugiés économiques, c'est des gens qui viennent travailler. Tous les jours, il y a des articles. Eh bien, la dernière campagne, c'est que le pilote aurait une ascendance roumaine et ne serait pas allemand. Que penser de tout ça? C'est qu'il ne faut plus croire les journaux occidentaux, évidemment. Oui, comme vous dites, Monsieur Michel, une deuxième et par ailleurs dernière question. Furieux par l'incident de l'A320, Obama refuse de s'expliquer malgré donc les multiples demandes qui ont déjà été formulées par les dirigeants de l'OTAN. Spiegel, alors là je suis beaucoup plus prudente, mais quand même, Spiegel rapporte que François Hollande est allé jusqu'à demander, voyez-vous, des comptes à Barack Obama en accusant les States, dans un élan de colère qui lui ressemble à vrai dire assez peu, de vouloir faire retomber sur la France la responsabilité du crash au cas où celle-ci renoncerait à sa politique de pression sur la Russie, parce que manifestement il y aurait des chances qu'elle y renonce. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette tragédie pourrait en effet impacter sur les relations de la France avec les États-Unis? Tout d'abord, il faut parler du Spiegel. Donc, c'est le principal journal d'opposition allemand. C'est un journal qui fait véritablement du journalisme d'investigation, mais c'est un journal qui a un tropisme anti-Madame Merkel. François Hollande étant quand même le principal allié de Madame Merkel, les deux étant les principaux alliés de Washington, il ne faut pas prendre pour monnaie sonnante et trébuchante tout ce que raconte le Spiegel. Maintenant, concernant Hollande, moi j'ai un doute immense, puisque vous savez que ce que moi j'appelle le régime Hollande, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire cette prise en main depuis que Hollande est arrivé au pouvoir par une équipe qui est une équipe pro-américaine, et elle repose sur une opération d'entrisme des Américains qui a démarré sous Giscard d'Estaing,
Rappelons-nous que les gaullistes à l'époque appelaient le parti de Giscard d'Estaing, les Républicains indépendants, ils les appelaient le Parti américain en France. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une fondation qui s'appelle la French American Foundation, et ils ont commencé à prendre en main de jeunes Français dans le domaine de la politique, des médias, de la finance, en ciblant les grandes écoles d'administration, le EMA notamment. Ils ont formé, ça continue encore maintenant, génération, année après année, donc de jeunes Français considérés comme les futures élites de la République. Le résultat, c'est que dans le tout premier gouvernement Hollande, donc il y a 2 ans, eh bien, on avait 9 membres de la French American Foundation, dont François Hollande. Ce sont des gens qui sont complètement américanisés dans leur tête, mais aussi que l'on tient. Parce que à côté du programme de la French American Foundation, il y a des programmes de financement, et on a invoqué aussi le rôle de la NED, la National Endowment for Democracy. C'est ce que certains analystes ont appelé la vitrine légale de la CIA. C'est le même organisme qui finance les changements de régime pro-américains depuis 30 ans. Ce sont les financiers des révolutions de couleur. C'est ceux qui financent actuellement en Afrique une vague de changements de régime exactement la même. Obama a lancé pour l'Afrique, parce que quand un scénario marche, on le réutilise, exactement la même opération pour l'Afrique. Ça s'appelle la Young African Leaders Initiative, les YALI. On est en train de prendre en main des jeunes Africains comme on a pris des jeunes Français. Dans ce cadre-là, le régime de Hollande, c'est aujourd'hui le meilleur allié géopolitique de Washington. Ce ne sont plus les Britanniques qui s'éloignent. Vous avez vu par exemple les Britanniques qui veulent se rattacher au nouveau système chinois de paiement. Les Britanniques vont retourner à l'isolation. Cameron est en train de préparer un référendum pour faire quitter l'Union européenne à la Grande-Bretagne. Ils ne sont pas dans le système euro, et donc visiblement le rôle qui était celui des Britanniques est en train d'être pris en main par la France et par l'Allemagne de Mme Merkel. Dans ce cas-là, je vois mal une révolte de François Hollande. Maintenant, le Spiegel mène une campagne évidemment pour poser des problèmes à Mme Merkel. Ce qu'il faut quand même dire, parce qu'il y a des réalités, c'est que depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis ont imposé au monde, y compris à la Russie d'ailleurs, ont imposé au monde leur système de sécurité dans les avions, que ce soit au départ, que ce soit le fichage des passagers. Il y a année après année un contentieux entre l'Union européenne et les Américains, parce que les Américains voudraient pouvoir rentrer dans les ordinateurs de l'Union européenne pour savoir qui voyage. Vous voyez aussi le merveilleux outil de fichage pour la NSA et la CIA. Et donc, cette procédure qui existe dans les avions, c'est elle qui a permis le crash français. De quoi s'agit-il? Donc maintenant, si vous avez beaucoup voyagé avant 2011, il était courant que la porte soit ouverte de la cabine. On permettait même aux enfants d'aller voir les pilotes, etc. Ça, c'est fini. Les pilotes sont barricadés dans la cabine. Il y a un système de digicode pour entrer, que possède le copilote, mais paraît-il même pas les hôtesses. Le problème, c'est que tout ça est très bien, sauf dans un cas comme nous. Il y a un deuxième système de sécurité qui a été imposé par les Américains. À l'intérieur de la cabine, en cas de détournement en cours, il y a un système de verrouillage. C'est un espèce de bouton de panique, comme il en existe dans certaines banques, dans certaines maisons. Vous basculez, vous switchez le bouton, et à partir de ce moment-là, le digicode ne fonctionne plus, et la porte qui est blindée, c'est une autre des réquisitions du système américain, ne sait plus être forcée. C'est ce qui explique le crash aérien ici. À partir du moment où une personne se trouve seule à l'intérieur du cockpit, où elle a basculé le switch, ça a été montré par BFM TV. Je suis pas un spécialiste de l'aviation. Ils avaient invité sur place l'ancien président français donc de la commission d'enquête sur les crashs aériens, et ils ont montré tout ça avec vidéo, etc. Une fois que ce switch est fermé, c'est ce qui s'est passé, plus personne ne s'est rentré. Une personne unique, donc, peut contrôler et décider de faire crasher l'avion. Voilà la situation.
Le problème, c'est que le monde entier s'est habitué à danser au son de la musique américaine, en sécurité aérienne, dans des tas d'autres domaines. Et là, on paye directement ce système qui, visiblement, est un système dangereux. Je rappelle que c'était l'analyse de Luc Michel, géopoliticien belge, administrateur de EODE, et moi-même, Françoise Compoint, qui l'ai interviewé. Au revoir.